comment aujourd'hui on va pouvoir suivre et peser peut-être côté association sur ces décisions. Alors, le Conseil d'orientation des infrastructures, il est censé, donc c'est un organisme placé donc auprès du ministre des Transports. Chaque membre est nommé par le ministre des Transports. Il comprend des experts de mobilité, qui viennent essentiellement de la DGITM, qui viennent de donc côté ministère des Transports. Le rapporteur principal était membre de l'inspection générale du développement durable. Il y a également des représentants des ministères du budget. Il y a à parité des sénateurs, des députés qui représentent l'ensemble des partis politiques. Et depuis la loi d'orientation des mobilités, nous avions demandé à ce qu'il y ait dans ce comité d'orientation un ou une représentante des enjeux environnementaux. Et donc, je représentais France Nature Environnement, mais plus largement les ONG environnementales au sein de ce conseil d'orientation des infrastructures. Je ne vous cache pas qu'avec un vice-président qui, lui, est président de la Fédération nationale du BTP, nous n'étions pas toujours obligatoirement vraiment en phase. Pour autant, je peux vous dire que l'ensemble des membres avaient quand même compris qu'il fallait engager, dans le rapport qui nous était demandé par le ministre des Transports, quand même engager un tournant vis-à-vis des rapports précédents et être dans une logique beaucoup plus attentive au réchauffement climatique, aux enjeux environnementaux qui pèsent aujourd'hui sur notre société et l'ensemble de notre planète. Et donc, il était quand même peut-être plus facile pour moi d'essayer de tirer un petit peu donc, les éléments vers quelque chose qui soit bon, un peu plus ouvert qu'on aurait pu s'y attendre, avec quand même des représentants qui, dans le discours, sont très ouverts, mais quand il s'agit d'examiner projet par projet, restent avec un réflexe notamment routier absolument impressionnant. Donc, vous pouvez le lire, voilà, le rapport donc, a mis quelques temps à être officialisé. Il avait donc dans ses priorités les enjeux climatiques, la mobilité du quotidien et le rattrapage du ferroviaire. Et donc, il y avait un scénario qui était, on ne peut rien faire parce que budgétairement, on n'a pas les moyens. Donc, sur lequel le COI a dit, nous, on n'y travaille pas parce que c'est pas la peine. On n'a pas de valeur ajoutée à ce scénario-là. Par contre, on va travailler un scénario planification écologique, qui est le scénario dit médian, mais qui, lui, du coup, a tendance à ouvrir ces nouveaux horizons vers l'entretien des réseaux existants versus réduire les projets neufs. Et on a eu le plaisir de voir que la Première ministre a plutôt choisi ce scénario-là, donc quand elle a fait ses annonces en février, et notamment avec une forte orientation sur la rénovation du ferroviaire. Aujourd'hui, pourquoi on vous en parle? Parce que vient d'être lancée la lettre de commande de la Première ministre début juin, qui annonce le lancement des réflexions sur les négociations des volets mobilité des contrats de plan qui vont porter sur la période 2023-2027. Donc, ces montants, ils vous avaient été rappelés dans la convocation. On a donc une ouverture de crédit d'État de 8 milliards d'euros, 8,6, mais qui sont déjà un peu fléchés par la Première ministre, voilà, qui indique déjà des montants incitatifs, ne serait-ce que pour ne pas oublier un certain nombre de sujets, tels l'accessibilité dans les transports en commun ou même les véloroutes, qui sont souvent des parents pauvres jusqu'à présent des contrats de plan. De même que le ferroviaire n'était pas du tout dans les priorités, puisque c'était surtout les projets routiers qui emportaient la mise. Et en fait, quand on regarde dans sa lettre de commande, elle a illustré, enfin, a été également illustré les grandes masses qui montrent bien que quelque part, c'est déjà préfléché en quelque sorte, si on peut dire. Et le petit hérisson, lui, il en retient qu'en effet, le routier va correspondre à 1,5 milliard d'euros, grosso modo, alors que dans les précédents mandats, avec des montants donc globaux, puisqu'on n'était pas du tout à 8 milliards d'euros, on était bien en dessous, dans des montants globaux, on avait déjà donc 3 milliards d'euros pour les routes.
Donc, vous voyez, il y a ce renversement de tendance qui est officiellement affiché, des montants affichés. Donc, on se dit que nous, côté ONG, on va être vigilants pour que ces montants-là soient respectés et que le résultat des contrats de plan ne dérive pas vers d'autres préoccupations, d'autres projets qu'ils ne doivent l'être aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai bloqué mon petit système qui ne veut plus avancer? Bon, voilà. Alors, les projets routiers, on en parlera plus dans le détail donc tout à l'heure, mais quand même, voyez que la liste bleue que vous avez sur la gauche, c'était l'ensemble des projets routiers sur lesquels le COI avait à s'exprimer. Ce qui veut dire qu'il y en a certains qui étaient considérés comme trop engagés, donc décision prise. Je pense typiquement au Toulouse-Castres, qui ne faisait pas du tout partie de la réflexion, puisque là, la concession autoroutière venait d'être signée. Et donc, bien qu'aujourd'hui, ça soit une actualité assez brûlante pour les ONG, côté orientation budgétaire des infrastructures, ça n'était pas dans la liste. Ce que je vous ai mis de l'autre côté, c'est ce à quoi aboutit en forme texte le commentaire d'orientation des infrastructures. Et si je vous le cite, c'est parce que malgré vraiment les pressions, je peux vous assurer qu'il y a eu des pressions fortes pour qu'un certain nombre de projets routiers soient, entre guillemets, encouragés et priorisés par le Conseil d'orientation des infrastructures. Il me semble qu'il est intéressant de voir des formulations du genre le COI suggère au gouvernement de revisiter la pertinence du projet. Après, le COI rappelle que les pouvoirs publics soutiennent le développement de l'offre ferroviaire sur cet axe. La pertinence de l'aménagement ne semble pas toujours établie. Donc, je peux vous dire, pour arriver à ce type de formulation, ça a été quand même, et je rends hommage là vraiment au rédacteur principal, au rapporteur, parce que ce n'était pas facile et parce que je pense que là est vraiment le cœur des enjeux, en fait, des contrats de plan État-région aujourd'hui, mais plus globalement, de la façon dont la France doit retenir un certain nombre de sujets et surtout enterrer, voire repousser au calendrier grec, voire revisiter un certain nombre de projets. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer avec une liste telle que vous venez de la voir, qui est une liste qui date des années 70, 80 pour la plupart des projets. Donc ça me paraît vraiment le cœur fondamental. Et donc ensuite, quand on regarde donc, la façon dont les priorités ferroviaires sont décrites, on a donc là encore la remise à niveau des réseaux qui est vraiment fondamentale et qui doit récupérer vraiment toutes les attentions de tous les décideurs. Donc, on a de la régénération, c'est-à-dire vraiment essayer de remettre à niveau notre réseau ferroviaire alors qu'on a pris 30 ans d'inertie, 30 ans de retard et qu'aujourd'hui, ce réseau est beaucoup plus mal en point que les pays voisins alors qu'il était exemplaire, donc il y a une trentaine d'années. Une priorité sur les nœuds ferroviaires parce qu'on va voir aussi que c'est une articulation à la fois donc sur l'ensemble du fret, des voyageurs, mais aussi des projets de services métropolitains. La rénovation, parce que quelque part aussi, on est dans un contexte européen et qu'il s'agisse notamment donc, de conduite, de contrôle à distance, que ça soit de signalisation performante. Si on veut avoir un réseau qui redevienne compétitif, donc attractif pour les usagers, il faut des cadences, il faut des performances, donc il faut une remise à niveau importante. Ensuite, les grands projets qui étaient déjà considérés comme des coups partis, donc je vous ai remis la liste, qui sont ceux pour l'instant qui relèvent d'un peu d'une première priorité, ce qui veut dire que les autres lignes nouvelles donc, sont repoussées dans le temps. Et un regard attentif sur le fret, qui est aussi une nouveauté des contrats de plan État-région, qui est vraiment ciblé de manière précise et indicative, qui montre là encore une priorité qui tombait sous le sens parmi les membres du COI, mais qui doit devenir aussi une préoccupation de nous tous parce qu'on repart d'un niveau pour le fret qui est vraiment catastrophique aussi.
Alors, je crois que c'est ma dernière présentation, donc ma dernière diapo, juste pour faire cette petite introduction et peut-être vous laisser un peu la parole pour voir comment vous, de votre côté, soit vous vous êtes associé au contrat de plan, soit vous vous interrogez sur des dispositions qui ont pu être prises au sein du COI. Merci Geneviève. Alors, je n'ai pas eu de questions dans le chat, mais s'il y a des réactions, vous pouvez lever la main. C'est le petit émoticône que vous voyez là au milieu, en haut de la barre principale. La parole est à vous. Alors, Gilles, vas-y. Hop, voilà, c'est simplement pour une remarque au passage, Gilles Marcel, hein, LNPCA, dire que c'est un coup parti, c'est un peu gonflé parce que si c'est les études qui comptent comme coup parti, ok, mais il n'y a strictement rien de fait. Par contre, c'est un élément qui permet de bloquer tous les autres projets. Merci Gilles. Alain? Oui, Alain Richner de la FNOT. Juste un mot pour dire que effectivement la FNOT est très mobilisée sur les contrats de plan, donc État-région, et on a demandé à toutes nos fédérations régionales de regarder de très près ce qui allait être discuté donc entre l'État et les régions. Parce que dans le passé, on a constaté que même si à une époque les dispositions sur le ferroviaire, et Geneviève l'a dit, étaient très faible par rapport à tous les projets routiers, et finalement, ils prenaient encore plus de temps et parfois ils étaient encore différés, reportés, voire jamais mis en œuvre, alors que les projets routiers étaient beaucoup, très soutenus par les élus régionaux et élus départementaux, ne l'oublions pas. Peut-être une petite réponse rapide à Gilles. Je ne sais pas exactement, justement, bon, si c'est seulement les études, je ne pense pas. C'est vraiment la reconnaissance d'une préoccupation particulière vis-à-vis des difficultés que vous avez avec le ferroviaire et particulièrement sur l'ensemble de l'arc méditerranéen, donc entre la ligne entre Marseille, Toulon, etc., Nice. Et là, je pense, bon, la reconnaissance qu'il faut absolument agir et agir vite. J'ai plutôt les ordres de priorité, si tu préfères, que voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Alors, j'essaye d'arracher, Léopold Fréchard. d'enlever Oui, mon partage parce que alors ça oui, permettra. on a convié les agents de la SNCF et SNCF Réseau à se joindre à nous et je vois qu'il y en a deux qui lèvent la main, donc je vais laisser la parole d'abord à Léopold puis à Florence. Allez-y. Bonjour à tous. Dans le graphique que vous avez diffusé où il apparaissait les 18% du budget qui était alloué à la route, j'ai pas vu. En fait, je me demande si vous allez également orienter les 2 milliards du plan vélo qui ont été annoncés il n'y a pas longtemps. Non, il n'était pas du tout dans la réflexion et dans le champ du Conseil d'orientation des infrastructures, qui, lui, s'était positionné sur le fait que, compte tenu des budgets restreints qui étaient disponibles, il orientait donc une certaine masse en disant que tout ce qui relevait, ce qui était fléché, c'était les véloroutes, en tant que schéma national, donc reconnu par le gouvernement. Mais tout l'aspect vélo quotidien ne rentrait pas dans le champ de compétences, entre guillemets, du COI, alors qu'il a quand même écrit que la priorité était bien la marche et le vélo pour les déplacements du quotidien. Mais bon, on sentait qu'il y avait une décision qui serait prise de toute façon par la Première ministre. On ne savait pas à quel niveau, mais en tout cas, elle a été à un niveau qui était de toute façon supérieur à ce qu'aurait pu écrire le COI. D'accord, merci. Florence? Oui, Geneviève, je me demandais en fait entre les 8,6 milliards avec le fléchage qui est indiqué, comment ça se passe ensuite pour passer aux différents contrats État-région, entre les différentes régions.
Voilà, c'est quoi le process pour se dire, ben, ok, on a, je sais pas, par exemple, 0,8 pour les SERM ou 0,5 pour le fret. Comment ça se répartit après? Tu vois ce que je veux Mais- dire? C'est une bonne question. C'est un arbitrage en fonction de ce qui va remonter de chaque contrat, de chaque préfet. Et quelque part, par exemple, les 0,8, puisqu'on n'a pas aujourd'hui de hiérarchie ou de priorité ou de programme des SERM, je pense que ce sera quelque chose qu'il faudra suivre, mais pour lesquels on n'a pas les clés de lecture aujourd'hui, hein. Ça reste entre la Première ministre et ses préfets, le ministre des Transports et ses préfets. Ok. Merci. Bon, alors, j'arrête pas de me voir à l'écran sur tous les écrans, Oui, je suis alors, désolée, mais j'arrive c'est pas à parce couper le que truc. non, c'est pas toi Geneviève, c'est Gilles Marsat. En fait, vous avez activé votre partage d'écran. Du coup, on voit ce qui se passe sur votre écran. Pour l'enlever, il faut que voilà, sur la petite croix, encore à droite, à gauche. Voilà, parfait. Arrêtez le partage. Merci. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Mais quand même, si on va plus loin sur le 0,8 que vient de poser intelligemment Florence, ça donne aussi le fait que ça correspond essentiellement à des études, hein, puisque c'est la part que mettra l'État dans les différents contrats. Mettons qu'on ait 4 projets, est-ce qu'il mettra 200 millions sur chaque projet? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y aura un seul projet? Tu vois, ces répartitions-là, on les a pas. On sait juste, nous, que c'est des grandes masses qui vont nous permettre d'agir et de faire pression si elles n'étaient pas respectées. Si globalement, on n'avait rien sur les véloroutes et que, alors que l'État a ouvert la porte des véloroutes, on pourrait intervenir. Mais voilà, on n'est pas encore. Moi, je dis, les préfets en plus, bon, je le dis même publiquement, sont pas obligatoirement très pro-ferroviaire. On en a un qu'on connaît bien qui s'appelle Philiso, qui est assez extraordinaire, mais il est aussi extraordinaire parce qu'il est un peu tout seul de son espèce à défendre depuis très longtemps le train. Les autres sont quand même très proches des collectivités territoriales et portent énormément les projets routiers neufs et en particulier les concessions autoroutières. Gilles? Oui, vous m'entendez là, oui. Je Oui. reprends la parole simplement pour dire, on a eu quelques échos là, de ce qu'il va y avoir dans le CPER qui va être présenté. En fait, il n'y a que de la régénération. Il n'y a quasiment rien d'autre. Et on attendait un minima qui est les études justement sur les services métropolitains, quoi, parce qu'on pourrait au moins avoir ça. Et là, enfin, à moins qu'on n'ait pas toutes les informations, mais il semble que la note qu'on a eue, elle donne un petit peu les directives de l'État. Et en dehors de la régénération, des choses qu'on attend depuis la Videra, hein, la Côte Bleue, enfin tout ce qui se passe sur l'étoile de Venne, ça fait des années qu'on en parle. Donc c'est positif, mais pour l'instant, à part peut-être la Roya aussi qui est remis là-dedans, mais sur ce qu'on attend nous sur les zones urbaines, il n'y a rien. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas s'il y a une réponse. On aimerait bien trouver la clé pour savoir ce qui est possible de faire, sachant que nous, on a un préfet quand même qui nous a donné l'impression d'être intéressé par ce qu'on lui racontait. Je vais prendre la parole. Geneviève, tu veux répondre peut-être? Ou peut-être que ça me fait une bonne transition. Oui, voilà, je pense, hein, parce que le comment on peut faire, en dehors de rappeler qu'il y a un certain nombre d'autres sujets qui sont fléchés et pour lesquels, on peut aussi entrer en négociation avec l'État. Je suis bien d'accord que la répartition des masses n'est pas gagnée pour autant. Mais enfin, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on sait qu'il n'y aura rien sur le ferroviaire, tu vois. Donc, ne te plains pas d'en avoir un peu trop, même si ça ne résout pas les problèmes, puisque le nœud ferroviaire lyonnais va bien vous embêter s'il n'est pas résolu. Mais je laisse Mélinda continuer, je pense que c'est bien. Oui, du coup, merci Gilles, tu me fais ma transition sur la première partie qu'on vous propose sur les services express régionaux métropolitains. Alors, je voulais faire une petite présentation rapidement pour qu'on soit tous sur la même page d'actualité. Normalement, vous voyez bien ma présentation.
Oui, ok. Donc, du coup, attendez, voilà. Donc, dans un contexte en fait où, bah, vous savez, hein, pour FNE, nos objectifs, c'est vraiment la lutte contre la pollution de l'air, la lutte contre le réchauffement climatique, et donc œuvrer pour favoriser le report modal de la voiture individuelle vers le rail, et donc investir dans les déplacements du quotidien. Bah, les SERM, c'est vrai que ça répond plus ou moins, enfin plus ou moins très bien même à ces objectifs-là. Alors, pour qu'on soit tous un peu d'accord sur comment on définit un service express régional métropolitain, il y a vraiment au sein de la définition l'idée de la desserte d'une métropole et de sa zone urbaine en intermodalité. Ça, c'est ce qu'on verra avec la présentation de la FUB juste après, avec des trains fréquents et avec une amplitude horaire qui soit large. Dans le rapport du COI de 2018, donc le rapport précédent, celui qui est sorti cette année, déjà ce rapport de 2018, on soulignait que les SERM pouvaient être un mode de transport propre, maillé, adapté à un transport de masse et à intermodalité. Ensuite, je vous renvoie également au rapport de SNCF Réseau de 2020, où là aussi, on a tout un travail de définition de qu'est-ce qu'un SERM, quel potentiel de développement au niveau territorial, donc par région, on peut avoir sur les SERM. Donc là, pareil, je vous renverrai le lien. S'il y a des agents de SNCF Réseau parmi nous aujourd'hui, n'hésitez pas à me compléter lors du temps des questions-réponses. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous, on a toujours été favorable à la mise en place des SERM. Il y a des projets de SERM au niveau territorial qui datent quand même de plusieurs années, hein, je pense que vous le savez dans vos régions respectives, mais où, à part quelques études, rien n'est forcément mis en place. Et voilà qu'en novembre 2022, vous le savez, le président de la République annonce, je crois que c'était dans une vidéo YouTube, vouloir développer le RER métropolitain dans 10 métropoles françaises. Donc là, ça relance le sujet sur la table, donc on en parle, puis on attend, et on apprend au printemps 2023, il me semble que c'était en avril, qu'une proposition de loi relative au SERM est déposée, et elle est examinée en ce moment, c'est-à-dire ce jour même, au moment où on parle là, à l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi qui est portée par Jean-Marc Zulesi, qui est député et président de la commission de développement durable à l'Assemblée nationale, qu'on a eu l'occasion de rencontrer pour échanger sur ce sujet-là spécifiquement. Donc, pour vous parler un peu de la proposition de loi, mais je vous renvoie vers le site de l'Assemblée nationale où vous aurez le texte qui est actuellement en cours d'examen dans l'hémicycle. On a un premier article qui définit vraiment bien, pour le coup, on était assez satisfait de ce qu'est un SERM avec l'ensemble des aspects que j'ai évoqués à l'instant. Et ensuite, la petite nouveauté ou peut-être la petite chose à retenir et où on est un peu preneur de vos analyses, c'est l'article 2. L'article 2, en fait, met l'accent sur la Société du Grand Paris. La Société du Grand Paris, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la société qui a été maître d'ouvrage sur le Grand Paris Express. Et donc là, dans cet article 2, il est proposé que la SGP devienne la Société des grands projets, et ainsi prendre potentiellement une part importante dans la mise en œuvre des SERM au niveau métropolitain, en participant à la conception et au financement des projets de création, d'extension, d'amélioration ou de modernisation des infrastructures de transport qui entrent dans le périmètre d'un SERM, d'être désigné comme maître d'ouvrage de ces infrastructures nouvelles, potentielles, et d'être désigné maître d'ouvrage pour des travaux sur des lignes ou des sections de lignes où il n'y a pas de service de fret ou de voyageurs depuis 5 ans au moins. Voilà. Et cet article 2 demande à ce qu'avant le 1er octobre de chaque année, le gouvernement remette au Parlement un rapport sur l'évolution des dépenses et des ressources de cette nouvelle société, pas si nouvelle que ça, puisqu'en fait, elle change simplement de nom et elle va se territorialiser, mais donc il y a un suivi. Voilà un peu les grandes lignes de cette proposition de loi qui est actuellement discutée. Alors nous, quand on a rencontré Jean-Marc Zulesi, on lui a transmis plusieurs demandes. La première, c'était que on souhaitait qu'on n'attende pas, en fait. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un report modèle qui soit effectif très rapidement et dans chaque territoire, et que pour que ce soit efficace, on avait besoin d'une programmation et d'une planification en partant de l'existant. C'est-à-dire que s'il doit y avoir des infrastructures nouvelles, soit, mais déjà tablons sur l'existant parce qu'il y a un vrai besoin de report modèle. Ensuite, nous, en tant que FNE, nos inquiétudes portaient juste
plutôt sur le fait qu'un CERM va concerner différentes autorités organisatrices de mobilité. Donc, il faut qu'il y ait une instance, il faut qu'il y ait une structure qui coordonne cette offre de transport entre les différentes AOM. Et donc, on demandait à ce que ce soit plutôt les régions. En tout cas, il faut absolument qu'il y ait une coordination de cette offre. Ensuite, la troisième chose, et c'est là où vous avez un rôle à jouer en tant que fédération territoriale, c'est qu'on demandait à ce que on prévoit la présence d'associations d'usagers et de APNE dans les conseils de surveillance. C'est-à-dire que ce qu'on demande, c'est vraiment que les ONG soient écoutées et qu'elles contribuent à la fois à l'élaboration, à leur suivi, à l'évaluation des projets et à leur acceptabilité. Bon, j'ai relu le projet de loi, la proposition de loi aujourd'hui. Il n'est pas forcément vu dans la proposition cette demande qu'on avait. Donc, c'est aussi à vous et à nous d'être vigilants une fois que les CPER seront conclus, voilà, d'aller taper à la porte des régions et des préfets pour leur demander est-ce que vous soyez associés. Ensuite, on avait des demandes fiscales, donc bien faire ressortir la possibilité d'une ressource fiscale locale pour les projets de CERM. Ça, c'est dans la proposition de loi. Étendre le champ d'action du versement mobilité pour financer les CERM, ça n'y est pas, mais c'est toujours une demande qu'on a et qu'on continuera de porter. Voilà, à cette proposition de loi, et là, ça permet de répondre un peu, Gilles, à ta question par rapport au CPER. Début juin 2023, la Première ministre annonce, du coup, dans sa lettre sur les CPER, que 10% de l'enveloppe financière qui est prévue pour les contrats de plan État-région sera dirigée vers les CERM, soit 800 millions d'euros. Alors après, comment ça va se découper, CPER par CPER, je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, on a cette enveloppe-là qui est prévue. Et donc, elle annonce, je le cite, dans le cadre des contrats de plan État-région, chaque région sera invitée à définir avec l'État et les collectivités locales concernées sa stratégie de mise en œuvre des CERM. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le contexte réglementaire. C'est la raison pour laquelle on voulait en parler avec vous aujourd'hui. C'est parce qu'on a une actualité qui est forte et qui continuera de l'être sur les prochains mois. Et si on veut une mobilité du quotidien qui soit efficace et qui permette un réel report modal de la route vers le rail, on a besoin que les associations soient entendues parce qu'on a de l'expertise. Donc, on vous invite à vous mobiliser. Je vais passer la parole à la FUB, qui a donc la Fédération des usagers de la bicyclette. On prendra les questions-réponses juste après, si ça vous va, après la présentation de Marine et de Benoît. Je vous invite à les mettre dans le chat. Donc Marine, je te laisse la parole pour nous dire un peu votre vision des choses avec la FUB sur les CERM. Oui, merci. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Vous voyez mon écran? Ouais, t'es pas en plein écran, mais est-ce que tu peux cliquer sur... Ouais. En bas, à droite. Je vais partager autrement, peut-être. Est-ce que là, ça marche? Ah non, c'est un nouveau truc. Désolée. Ah, c'est bon, c'était bon. Ah. Yes, parfait. Merci. Ok. Alors, la première. Du coup, je vais vous présenter rapidement le plaidoyer que nous, la FUB, donc la Fédération française des usagers de la bicyclette, on a mené pour cette proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains. Récemment, nous, on a élaboré une doctrine sur l'inter et la multimodalité vélo-transport collectif. Donc forcément, cette proposition de loi arrivait au bon moment et constituait une opportunité de défendre les axes qu'on était en train de construire. Et c'était d'autant plus important pour nous de se mobiliser dès le début et dès l'écriture de la loi que justement, au moment où il y a eu le Grand Paris Express et où la Société du Grand Paris a eu ses premières missions, l'intégration du vélo, elle a été insuffisante et ça nous a demandé de nous mobiliser en aval avec d'autres associations pour essayer de faire en sorte que ce soit plus intégré. Donc là, l'idée, c'était que dès le départ, il fallait que ce soit inscrit dans la loi pour permettre au CERM d'avoir vraiment le vélo dans une logique intermodale et multimodale. D'autant plus qu'au tout début, avant le passage en commission, le vélo n'était pas du tout intégré à la proposition de loi. Donc, nos grands axes de plaidoyer sur ce sujet-là, le premier axe, c'était de développer les infrastructures de rabattement et de diffusion aux abords des gares, des arrêts
et des pôles d'échange. Donc l'idée, c'est qu'on puisse accéder en sécurité aux gares avec des infrastructures sécurisées. Une fois qu'on arrive en gare, il va évidemment falloir du stationnement. Donc le deuxième point de plaidoyer, c'était d'avoir du stationnement vélo pour les gares et les pôles d'échange. Le troisième axe, c'était de développer le service de location de vélo en gare. Donc là, ça renvoie, je ne sais pas si vous connaissez le système Dovefits aux Pays-Bas. Donc c'est un système de location de vélo en gare où, du coup, dans une logique d'intermodalité, vous allez de chez vous à votre gare avec votre vélo personnel, par exemple, et ensuite vous allez à votre deuxième gare avec le train, mais ensuite, pour arriver à votre destination finale, vous avez potentiellement besoin d'un autre vélo, et donc c'est là que rentrent en jeu les services de location de vélo en gare qui vont vous permettre d'aller jusqu'à votre point d'arrivée. Le quatrième point, c'était l'emport de vélos à bord des trains et des cars express. Donc, il y a déjà des choses qui avaient été mises en place au moment de la LOM, la loi d'organisation des mobilités. Donc là, le but, c'était d'être sûr que ce soit aussi intégré dans les SERM et de mettre aussi en place des choses pour les vélos pliants notamment. Et le dernier point, c'était les réseaux vélos à haut niveau de service. Donc l'idée, c'était de dire qu'il faut développer des réseaux cyclables magistraux, analogues et complémentaires à l'offre de transport collectif, dans une logique cette fois plus multimodale que intermodale. Donc de dire qu'on va développer différents réseaux, à la fois ferroviaires, fluviaux, de transport collectif et aussi cyclables, qui vont pouvoir se compléter les uns les autres. Donc notre mobilisation, elle s'est portée en rencontrant différents acteurs du secteur des transports, en rencontrant des députés, en envoyant une note de plaidoyer, évidemment, en déposant des amendements. Donc nos amendements, ils sont concentrés sur les 5 points que je viens de vous évoquer. Et il y avait un autre point qui, comme la FNE, on veut aussi que les associations d'usagers soient représentées et un droit de parole au moment des SERM. Donc nous, notre stratégie, ça a été de faire en sorte que les comités de partenaires soient consultés. Donc les comités de partenaires, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tout le monde, sont des comités qui ont été créés au moment de la LOM toujours pour que différents acteurs soient consultés au moment des projets de mobilité par les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM. Et donc, parmi ces acteurs à consulter, il y avait les associations d'usagers. Donc, notre idée, c'était que les comités soient consultés et que, par conséquent, les associations puissent l'être aussi. Donc, comme l'a dit Mélinda, la proposition de loi est actuellement en cours d'étude d'examen en séance publique à l'Assemblée. Ce qu'on peut vous dire qu'on a déjà obtenu, les premières avancées qu'on a eues en commission et là en séance, dans les amendements qui ont été déposés, c'est d'avoir donc le stationnement sécurisé et les itinéraires de rabattement et de diffusion qui ont bien été intégrés dans la définition des gares et des pôles d'échange. On a obtenu aussi la consultation des comités de partenaires dont je vous parlais juste avant et l'obligation d'équiper le matériel roulant utilisé dans le cadre des SERM avec des dispositifs d'emport vélo. Donc là-dessus, on est assez satisfait. On trouve que la logique d'intermodalité vélo, transport collectif est bien respectée. Maintenant, il y a des points qu'on n'a pas réussi, sur lesquels on n'a pas réussi à avoir d'avancée, notamment, donc il n'y a pas d'intégration des fameux services vélo ni des réseaux de vélos à haut niveau de service. Donc ça, c'est des points qu'il va falloir continuer de défendre. Donc, puisque le texte partira ensuite au Sénat, donc nous, on se mobilisera à ce moment-là et on vous invite à vous mobiliser à nos côtés si vous êtes d'accord avec nos propositions. Et puis ensuite, comme la FNE, le but, ce sera qu'une fois que la loi sera votée, que quand les projets de SERM seront développés localement, que la FUB, ses collectifs régionaux et ses associations se mobilisent auprès des élus pour que le vélo soit intégré dans le développement des SERM. Voilà. Merci Marine, merci. Et notre dernier intervenant sur les SERM, Benoît, avec un petit prisme local au niveau de Toulouse. Benoît, si tu veux partager ton écran. Bonjour tout le monde. Alors, attendez un instant que je partage à mon tour. Alors, Parfait.
C'est bon? Ouais, c'est bon. Merci. Je ne vois pas moi. Alors, du coup, pour ce que je vais vous présenter un peu rapidement, c'est pourquoi l'enjeu, comme Mélinda le disait tout à l'heure, il y a quand même un gros enjeu qui est de est-ce qu'on est sur encore une maladie des grands projets, et donc qu'on a des RER où on réfléchit à des grosses études sur ce qu'on fera d'ici 2040, mais avec pas d'avancée à court terme, ou est-ce qu'on fait en sorte d'avoir des RER métropolitains partout et sans attendre. C'est un peu ça l'enjeu, et on voit toujours que c'est ce qui, cette contradiction, cette confrontation qu'il y a un peu quand Geneviève le disait tout à l'heure sur le COI, et là c'est la même chose sur le RER. Alors juste peut-être pour présenter d'abord d'où je parle. Moi je m'appelle Benoît Lanus, je suis le président de Rallument l'Étoile, qui est une association qui est membre de France Nature Environnement Pyrénées, mais France Nature Environnement est aussi membre de Rallument l'Étoile, et une particularité, c'est qu'on a vraiment une très grande diversité, un grand nombre d'adhérents, au point de réunir, ce qui n'est pas commun, FNE, de Pied de Roue, qui est l'association locale de la FUB, des élus de gauche et de droite, mais aussi le MEDEF, ou la CPME, pour ce qui est notre syndicat patronal. Parce qu'on arrive, on se positionne toujours dans une démarche pragmatique et constructive pour envelopper les décideurs et essayer de les bousculer toujours sur une démarche de plaidoyer. Voilà. Alors du coup, pourquoi il y a vraiment cette problématique, c'est le risque d'une France des RER à 3 vitesses. Le RER parisien, c'est une exception en Europe. Parce que autant il y a beaucoup de RER partout, autant la norme, c'est plutôt d'avoir des trains cadencés à la demi-heure, au quart d'heure, des fois un peu mieux, mais personne n'a de système aussi perfectionné qu'ailleurs. On a une dynamique nationale avec deux précurseurs qui sont Strasbourg et Bordeaux, et effectivement, les 800 millions d'euros, quand on sait que l'État a annoncé qu'ils allaient mettre 150 millions d'euros à Bordeaux dans le cadre de CPER, parce que là-bas, ils ont un projet qui est partagé par la région, la métropole, le département, on voit bien qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent pour les autres. Et donc, le risque, c'est vraiment ça, c'est qu'il y ait quelques projets qui aient tous les financements pour les actions, et que les autres, en fait, on se contente d'études. Et donc, qu'on mouline avec des beaux rêves, vous allez voir ce que vous allez voir, mais en fait, pas de réalisation à court terme. Et pour nous, ça rentre en confrontation avec un premier risque, la problématique des bouchons, de la pollution. Pour Toulouse, les études qu'ils ont réalisées entre l'État, la région, les départements et la métropole, c'est les bouchons sont plus importants en 2030 qu'en 2017, avec les projets qu'ils prévoient, et la réduction des gaz à effet de serre ne sera pas du tout au rendez-vous. Donc, il faut un mix différent. Deuxième risque, pour nous, c'est l'exclusion avec les zones à faible émission. À Toulouse, elle doit être étendue aux voitures critères 3 au 1er janvier 2024, et ça concernera 35% du parc de 2022, que ce soit à Toulouse ou dans sa périphérie. Donc, ce sont des impacts énormes parce que tout le monde n'aura pas changé de véhicule, et les actions qui sont mises comme alternatives se limitent surtout à ça. Là, ces données sont des données qui sont sur une base de données de l'État, du ministère de la Transition écologique, et qui est publique. Donc, ce sont des chiffres très utiles parce que chez nous, on a tendance à confondre le nombre de véhicules de la simulation qui pourraient être concernés en moyenne avec le parc vraiment concerné. Tout le monde ne va pas toujours à Toulouse, mais en fait, voilà, ça veut dire qu'un tiers des véhicules, c'est énorme. Et donc, du coup, nous, ce qu'on porte depuis un certain temps, c'est de dire, et qui est valable ailleurs, c'est pour ça que je partage ça, c'est que avant de se projeter sur le 2040, comment on fait pour avoir, nous, les trains tous les quarts d'heure, ce qui nécessite des gros investissements, des études complexes, et qui, en plus, sont complexes financièrement et donc politiquement, essayons d'abord de réfléchir à ce qu'on pourrait faire en optimisant l'existant. Et pour ce qui nous concerne, mais c'est sûrement vrai ailleurs, est-ce que l'incapacité de l'étoile ferroviaire actuelle de Toulouse permet, grosso modo, de faire des trains toutes les demi-heures
omnibus, donc qui peuvent devenir des RER aux heures de pointe. Et donc, comment on fait pour qu'on puisse avoir ces trains-là toutes les demi-heures de 5h à minuit? D'ici 2029, alors je dis 2029, pour 2028, mais nous, comme l'inauguration à 3e du métro, voilà. Donc, du coup, et là-dedans, ben, qu'est-ce qu'on peut faire déjà en optimisant l'existant pour un premier accompagnement de la ZFE? Et à l'issue du CPER, avec les financements des CPER, quel levier on peut utiliser, jusqu'où on peut aller. Voilà, donc nous, depuis septembre, on a fait voter comme ça, il y a une 30-40 communes intercommunalités qui ont voté des vœux qui sont dans le même sens que nous, y compris Toulouse Métropole, où on a réussi à mettre en minorité le maire de Toulouse, donc il a voté à l'unanimité comme les autres. Et on a fait aussi, ces choses qui peuvent aussi vous intéresser, une grande enquête où on a questionné donc 5000 personnes de 300 communes de l'agglomération, de comment ils se déplacent aujourd'hui, avec quel mode, est-ce qu'ils sont satisfaits, et est-ce que les mesures qu'on proposait, donc première phase, nous, c'est les RER cadencés à demi-heure, 5h à minuit, c'est une tarification intégrée, c'est des bus qui, au lieu d'être par la voie ferrée, rabattent vers les gares avec des horaires coordonnés, et c'est un système train plus vélo performant comme aux Pays-Bas. Vraiment, il s'agit de faire système, et du coup, ce qui était intéressant, c'est que un tiers d'échantillons, c'était des automobilistes pas contents de leurs conditions de déplacement, et on voit qu'ils sont très, très à l'écoute, beaucoup plus que ceux qui sont contents, parce qu'effectivement, ils mettent les mots sur le fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment d'alternative, ou alors elles sont dans des conditions quand même qui ne sont pas vraiment toujours acceptables. Et donc, du coup, l'enjeu pour nous, mais qui, du coup, je pense peut être un enjeu ailleurs, c'est de hacker la négociation sur le CPER pour pousser un accord global. On voit que nous avons tendance à toujours penser à quelques projets d'infrastructure, mais pas à discuter de l'offre, par exemple. Donc, on rajoute des tuyaux, mais pas forcément pour mettre plus d'offres aux heures creuses, le soir, le week-end. Donc, il reste toujours bloqué sur heure pleine. Et du coup, il faut mettre des gros tuyaux avant d'optimiser l'existant. Donc, pour ça, nous, on est en train de préparer une contribution. Donc, on avait fait un scénario très simple en septembre, mais pour donner à voir ce que pourrait être cette première phase, mais un peu plus détaillée. Et qu'on va rendre public le 26 juin, après avoir rencontré les différents interlocuteurs, régions, préfets, etc. On va lancer une pétition et on va donner rendez-vous pour septembre pour des débats, des actions, pour dire maintenant, on attend de votre part, stop le blabla, on attend de votre part un projet global partagé. Parce que grosso modo, de toute façon, pas de projet global partagé égale peu de financement de l'État, mais aussi peu de financement du coup des acteurs locaux. Et donc, il s'agit de les pousser et de les pousser sur une vision globale. Alors, pour vous donner un peu l'ordre d'idée, notre idée à nous, c'est vraiment le RER, il s'inscrit dans une vision globale. Il s'agit vraiment d'offrir une offre multimodale qui permette aux gens d'avoir des solutions avec 3 axes. Une offre ferroviaire cadencée, donc des RER cadencés à demi-heure, mais aussi des TER cadencés à l'heure. On n'est pas, c'est bien les deux qui vont ensemble, pour des coûts marginaux, parce qu'en fait, on a aujourd'hui un système ferroviaire qui est sous-utilisé. L'offre multimodale globale, c'est tarification intégrée, c'est les bus, c'est le système train plus vélo. Et plan gare, c'est parce qu'il y a des choses, selon nous, à faire pour améliorer les gares existantes, qui sont quand même souvent pas très adaptées à accueillir facilement et de manière confortable beaucoup de monde, et créer aussi des nouvelles gares. Et donc, pour vous donner un peu une ordre d'idée, on arrive à des scénarios comme ça. Pour 2025, nous, on va suggérer du coup de reporter d'un an l'extension de la ZFE pour offrir cette solution et que du coup, en contrepartie, ce soit un meilleur cadencement de ferroviaire en optimisant l'existant, c'est-à-dire que plus les trains qu'on a déjà, avec sur les sillons qui existent déjà, avoir un nœud de correspondance tous les heures à Matabio, c'est-à-dire qu'on puisse aller d'une part à l'autre de l'agglomération en ayant toutes les heures, tous les trains qui soient acquis en même temps, qui est une tarification intégrée et qui est une première rénovation des bus. Pour 2029, là, l'idée, c'est d'arriver à des RER toutes les demi-heures de 5h à minuit, TER, nœud de correspondance tous les demi-heures, et un système train plus vélo performant, parce qu'il ne s'agit pas, maintenant qu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire des pistes cyclables, effectivement, comme le disait la personne de la FUB, il faut vraiment envisager non pas 10, 20 racks vélos dans les gares, mais comment on fait pour qu'il y en ait 200, 500, 1000 ou 2000 dans les gares plus importantes, qu'on ait du vélo en location dans toutes les gares du RER, qu'on ait des services vélos,
Et vraiment, on essaie d'intégrer tout ça et que ça soit aussi un objet de discussion pour le CPER. Et on a fait un scénario 2029 plus qui est vraiment d'aller un peu plus loin sur la partie création de nouvelles gares et sur le calendrier d'aménagement des réseaux express vélo. Voilà, qu'on mette des choses et qu'on oblige. Du coup, les scénarios ne sont pas là pour faire dire ce qu'il faut absolument, mais pour arriver à donner des choses solides, consolidées, qui obligent les acteurs à ne pas venir juste avec une petite liste de courses et dire qu'ils sont formidables, mais à se positionner sur une offre globale. Voilà. Et donc, je terminerai en disant que si on voulait un peu plus loin, en tout cas, il nous semble qu'il y a un intérêt à agir pour une dynamique nationale pour pousser sur ces CPER, sur la loi qui va continuer à faire ses allers-retours, à ce que, sur l'idée qu'il faut une première pragmatique partout, et pas juste dans 2-3 agglos, que, voilà, là j'ai fait court, mais on pourrait imaginer, nous, en tout cas, une visio pour partager l'expérience en juillet, et vous pourrez suivre, si vous êtes abonné à la newsletter de Rallument l'étoile, ce que je vous invite à faire si ce n'est pas déjà le cas. On va faire une conférence de presse en présentiel et en visio le 26 juillet. On va présenter nos propositions et ce sera visible par tout le monde. Et dernier petit point, c'est un peu d'autopromo, mais c'est parce que ça peut servir. Ça, c'est ma casquette professionnelle. Sur les mêmes sujets, parce que moi, j'essaie de pousser les mêmes sujets ailleurs, mais avec cette fois-ci pas toujours comme bénévole. Je fais un petit webinaire le 29 juin qui peut vous intéresser. Voilà. Hop. Merci Benoît. Merci, c'est bien, ça donne une vision territoriale et en même temps, comme tu le disais, ça concerne énormément de métropoles en France. Donc, je pense qu'on peut tous et toutes s'inspirer de ce que tu viens de nous dire. Je vois qu'il y a Michel Grosjean d'Alsace Nature qui a mis un petit message sur l'expérience strasbourgeoise. Oui. Michel, est-ce que tu veux peut-être nous dire un mot là-dessus? Oui, tout à fait. Donc, très rapidement, donc déjà à Strasbourg, le réseau des transports en commun est organisé depuis très longtemps, les trams, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît. La partie bicyclette est très bien organisée aussi, il y en a beaucoup. Ça, le beaucoup pose aussi problème en termes d'organisation urbaine. Voilà, donc ces choses-là sont bien organisées. Et donc, le REM a été mis en place d'une manière peut-être un petit peu rapide, hein, en s'appuyant sur les réseaux existants, hein, les réseaux SNCF existants. Et c'est vrai qu'on a découvert assez rapidement cette nouvelle organisation, qui, en fait, sur le fond, a avantagé, mais là aussi désavantagé un certain nombre de voyageurs précédemment, puisque les navettes ne sont plus organisées de la même manière, des gares n'ont plus été desservies pour aller plus vite, etc. Donc, il y a eu quand même un certain nombre je dirais, de problématiques qui ont été posées, mais au départ, mais surtout un manque de moyens, à la fois humain en termes de chauffeurs, hein, puisqu'il y a eu plus de conducteurs, puisqu'il y a eu plus de rames, hein, qui ont été mises en place, mais aussi de matériel. Et donc, ça a complètement désorganisé, désorganiser le circuit, les circuits habituels, hein, qui étaient déjà relativement bien développés. Donc, le REM a été, à un moment donné, une partie du REM a été suspendue au début, parce que vraiment trop de problèmes techniques et conjoncture, enfin voilà, et mécaniques, et puis de personnel. Ils ont remis en place, mais globalement, ça entraîne quand même énormément d'annulations. Enfin, alors, je veux dire énormément. Ça entraîne des annulations. Je ne vais pas y mettre des retards pratiquement permanents. Et ça quand même un peu, la population, les voyageurs sont quand même pas très satisfaits. Voilà. Donc, c'est un peu l'effet, peut-être aussi après Covid, hein, qu'ils n'avaient peut-être pas non plus prévu, avec quand même globalement, depuis le Covid, on ressent
aussi une baisse de la fréquentation des trains, notamment aux grandes, je dirais, au moment le matin, le soir, on voit quand même qu'il y a eu un peu des changements. Voilà, donc c'était juste une remarque voilà, par rapport à nos pratiques sur la région de Strasbourg. Voilà. Mais sinon, forcément, on ne peut être que d'accord avec ces initiatives. Merci Voilà. Michel. Merci. Benoît? Oui, je voulais compléter sur Strasbourg. Pourquoi Strasbourg est un modèle, mais effectivement qui n'est pas facile à mettre en place. Parce qu'il faut avoir en tête quand même que la première étape sur laquelle ils s'étaient engagés, le choc d'offres, c'était de cadencer un maximum de lignes à toutes les demi-heures, de 5h à 22h, et donc de faire plus 60% d'offres en semaine, x3 le samedi, x2 le dimanche, pour un surcoût à peine de 14 millions d'euros que la région et la métropole se partageaient moitié-moitié. Et effectivement, ils ont voulu aller vite, notamment parce qu'ils voulaient être au rendez-vous de l'extension de la ZFE, parce qu'il y avait une extension qui était prévue en début d'année. Et donc, ils ont voulu passer une grosse marche dans laquelle ils se sont pris les pieds dedans. Mais il faut avoir en tête quand même que du coup, c'est compliqué forcément pour les usagers, et c'est pas facile quand on est impacté tous les jours. Par contre, il faut avoir en tête qu'ils avaient annoncé 1000 trains de plus par semaine, que là, petit à petit, donc visiblement, ils en sont arrivés à 600, qui vont avoir encore des avancées en septembre. Et même si c'est compliqué, il faut avoir en tête quand même, nous, en Occitanie, on a une région qui est volontaire sur le ferroviaire, qui vient d'adopter une nouvelle convention, qui a décidé de ne pas mettre en concurrence la SNCF, qui vient d'adopter une nouvelle convention. Et l'amélioration de l'offre qui est prévue, c'est plus 25% d'ici 10 ans. Parce qu'effectivement, on reste sur un système basé sur des heures de pointe et peu de trains aux heures creuses, pas de train à 21h, il n'y a plus de train, etc. Donc, du coup, je pense qu'il faut effectivement se servir de l'exemple de Strasbourg. Ils ont voulu aller très vite, ils sont pris les pieds dans le tapis, mais n'empêche que, même si c'est difficile, ils auront beaucoup plus avancé, plus vite que les autres. Et sûrement que dans le CPER qui est là, ils auront plus d'argent que les autres pour traiter un peu les points de fragilité qui aujourd'hui, effectivement, arrivent à générer des retards, des machins, parce que voilà, il faut traiter, Geneviève le disait tout à l'heure, dans l'argent qui peut être bénéfique pour le RER et pour les TER, il y a non seulement les 800 millions, mais aussi tout ce qui va concerner la régénération du réseau. Parce qu'aujourd'hui, grosso modo, partout, on a des réseaux qui fonctionnent un peu avec des rustines, avec des trucs hors d'âge. Et donc, ce traitement-là va permettre aussi de fiabiliser ces offres cadencées. Et donc, à Strasbourg ou ailleurs, je pense que voilà, il faut au contraire se féliciter. Bon, voilà, ils essuient les plâtres. Et la SNCF a reconnu en partie ses torts. Et bien, il faut aussi de s'en servir au contraire pour dire ailleurs, vous pouvez le faire, parce que du coup, à Strasbourg, il s'avance, même si ce n'est pas facile. Juste une remarque complémentaire. Je constate, hein, pour l'utiliser fréquemment, je constate aussi que finalement, pour résoudre nos petits problèmes techniques, on utilise du matériel qui vient d'autres régions. Encore hier, j'ai vu des rames de TER qui venaient de Centre-Loire. Alors, vous voyez un peu, nous, on est à l'autre bout. D'autres régions comme la Champagne, bon, après, c'est le Grand Est. Mais il ne faudrait pas non plus que ce système déshabille aussi les autres dessertes dans d'autres, je dirais, d'autres régions. Parce que là, globalement, en Alsace, on a quand même un système de transport, collectif qui est vraiment bien organisé. Hein. C'était une stratégie de la région Alsace quand elle existait avant et maintenant du Grand Est. Donc, c'était quand même déjà un fonctionnement qui était pas mauvais. Donc, je pense quand même aussi qu'il faut faire attention OK, on est peut-être en première ligne, mais pas non plus de déshabiller les autres régions de leur matériel, de leurs agents, pour pouvoir que ça marche chez nous, quoi. Voilà, juste une petite précaution de solidarité avec les autres usagers des autres régions, quoi. Voilà. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole?
Alors, oula, oula. Alors, Bruno, vas-y. Bonjour, Bonjour. Bruno Wollenschneider, je vous appelle d'Alsace, je suis président d'une association de riverains d'un aéroport et je voulais vous rendre attentif à un grand projet inutile et imposé que nous appelons la nouvelle liaison ferroviaire NLF vers l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Alors, apparemment, le train, c'est bien, mais là, en l'occurrence, c'est un projet très cher, 370 millions, et qui favorisera le transport aérien au détriment du RER et du transport au quotidien, régionaux notamment. C'est un projet trinational qui est cofinancé par la Suisse, la France et l'Allemagne. La participation de l'Europe devrait être d'un tiers. Le projet a été déclaré d'utilité publique, mais pour l'instant, il y a encore de gros problèmes sur le financement. Le transfert modal sera faible. Et pour prendre le train régulièrement en Alsace et notamment vers Strasbourg, effectivement, le matériel est souvent pas fiable, ce qui actuellement encore induit pas mal de retard, voire des suppressions de trains, manque de personnel, etc. J'ajoute ça à ce que vient de dire Michel, justement sur la métropole de Strasbourg. Voilà. Moi, je voulais vous rendre attentif à ce gros projet, donc dans le sud d'Alsace, autour de l'aéroport. Et parce que bon, la France pousse, les territoires poussent ce que ce projet se fasse, et surtout la Suisse, qui, à travers cette liaison directe vers l'aéroport, permettra à ses concitoyens de prendre encore plus souvent l'avion. Voilà, juste une info. Merci Bruno, on a bien pris note. Merci. Alain? Merci. Donc, je voulais simplement rappeler effectivement que la FNOT Grand Est et la FNOT Alsace ont suivi de très près effectivement la mise en place du service CERM de Strasbourg. Donc, je ne reviens pas là-dessus, et les difficultés de démarrage et l'impréparation du fait d'ailleurs d'une mauvaise préparation par l'exploitant ferroviaire, entre autres. Je voulais simplement souligner qu'il y a actuellement des besoins de déplacement et que le trafic, la fréquentation des TER augmente fortement. La SNCF a indiqué plus 15% depuis 2019. Certaines régions sont même au-dessus, puisque le président de la Nouvelle-Aquitaine, donc lors du dernier colloque de la FNOT, a dit que pour une augmentation de 11% de l'offre, la fréquentation avait augmenté en Nouvelle-Aquitaine de 33%. Donc, lorsqu'on améliore l'offre, eh bien, la fréquentation augmente, et au-delà d'ailleurs du niveau d'augmentation de l'offre. Je souligne aussi que dans les projets, effectivement, toutes nos études et nos échanges que nous pouvons avoir entre les différentes associations locales et les fédérations de la FNOT montrent que les habitudes de travail changent, qu'il faut absolument envisager, et ça a été dit pour Toulouse, hein, un choc d'offres, y compris aux heures creuses. On ne fera pas venir les utilisateurs de la voiture dans un système où il n'y a que les heures de pointe. Et j'insiste sur ce point parce que souvent, l'exploitant ferroviaire est obnubilé par les heures de pointe, et il faut aussi penser qu'il y a, si on veut inciter les personnes à laisser leur voiture au garage et même renoncer à l'acquisition d'un véhicule, il faut absolument que l'offre soit étoffée, y compris aux heures creuses, et cadencée aussi aux heures creuses, ainsi que le samedi et le dimanche.
Je rappelle qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui travaillent en horaire décalé. Il y a tous ceux qui sont dans les commerces, hein, qui travaillent de plus en plus, non seulement le samedi, mais aussi le dimanche. Il y a les services de santé, enfin, il y a tous ces services-là et tous ces salariés qui ont besoin de se déplacer à toutes les heures, hein, puisque, encore une fois, les horaires sont variables. J'insiste aussi sur tous ceux qui travaillent dans l'entretien, donc tous ceux qui travaillent dans la sécurité, ils ont des horaires décalés. Ils commencent tôt le matin, ils finissent à 13 heures, donc il faut qu'il y ait une offre aussi aux heures creuses. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Et donc, effectivement, la FNOT est très mobilisée sur ces projets. Et comme cela a été dit par Benoît Lassus, il faut Lanus, pardon, il faut éviter des études sans fin. Il faut essayer d'obtenir des réalisations dans des délais assez rapides pour répondre à tous les besoins que j'ai cités. Et pas seulement des études pour des réalisations qui seraient dans 10 ans et qui sont trop lointaines pour répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux, aux enjeux de congestion aussi dans nos agglomérations. J'ai toujours l'habitude de dire qu'un embouteillage de voitures électriques, ça reste un embouteillage. Voilà, merci. Merci Alain. Sébastien, et après je vous propose qu'on clôt la partie CERM pour passer à la partie projet routier. Sébastien, vas-y. Oui, bah, peut-être que j'interviendrai après la partie projet routier finalement, parce que c'était en lien avec les projets routiers que je voulais parler. D'accord. Bah, écoute, merci, tu me fais ma transition. Décidément, vous m'aidez beaucoup aujourd'hui avec les transitions. Bah, merci beaucoup. Merci à nos intervenants. On vous donnera tous les supports de présentation et n'hésitez pas à prendre contact avec nous au niveau national parce que comme vous voyez, on appuie nos plaidoyers en se basant sur vos expériences, donc n'hésitez pas à nous écrire. Je vous propose donc qu'on passe à la deuxième partie de notre webinaire sur les projets routiers contestés. Alors, je fais une rapide introduction, mais Geneviève a déjà un peu tout dit au début du webinaire. Donc, si on a décidé, mais je pense que vous le savez, de parler projets routiers sur ce webinaire, c'est parce que le rapport du COI qui est sorti en février propose l'analyse de 21 nouveaux projets routiers. Alors, quand je dis nouveaux, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore sortis de terre, mais en soi, ils ne sont pas si nouveaux que ça, puisque pour certains, en fait, on en parle depuis les années 70, hein, comme le rappelait Geneviève. Donc, 21 projets routiers pour lesquels le comité d'orientation des infrastructures formule des recommandations. Et parfois, ces recommandations, c'est simplement l'abandon des projets parce que complètement anachronique et très dangereux pour le vivant. Ou alors, elle recommande, comme on appelle, une profonde révision, ce qui est un peu un terme diplomatique pour dire qu'il ne faut pas le faire. Voilà. La Première ministre, en février, elle annonce voilà, que le COI nous invite à réinterroger de nombreux projets routiers et elle dit que nous le ferons en prenant en compte que les projets sont attendus depuis longtemps. Donc, on voit un peu l'ambivalence de cette déclaration. Fin mai, Clément Beaune annonce par voie de presse, mais il nous l'a dit également quand on l'a rencontré il y a 3 semaines qu'il avait en tête 10 projets routiers en cours que ses services étaient en train de réanalyser. Alors, ils n'ont pas une liste définitive, mais on devrait le savoir d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis, enfin, comme le disait Geneviève, hein, sur le financement des contrats de plan État-région, une réduction par moitié de l'enveloppe dédiée aux projets routiers. Donc voilà, on avance plutôt dans la bonne direction. Après, on sait, et puis on va le voir avec les exemples qui nous seront donnés, qui sont coincés politiquement au niveau local, que je pense qu'au sein de la majorité, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur l'abandon de certains projets routiers. Et puis, comme le disait Geneviève, hein, il y avait des vrais conflits d'intérêts et politiques, comme elle a pu le voir lors des séances avec le COI. Du coup, ce qu'on se disait, c'est quoi de mieux pour illustrer ce que je viens de vous dire que de faire intervenir des fédérations qui luttent depuis plusieurs mois, voire plusieurs années sur des projets routiers climaticides. Du coup, je vais laisser la parole en premier à Anne sur le projet d'autoroute Mache-Litonon. Anne, c'est à toi. D'accord. D'accord, ben merci beaucoup. Bonjour à tous. Le sujet est vraiment d'actualité. Bon, alors, le projet est très ancien, il date des années 1980.
À cette époque, c'était toute une autoroute qui devait rejoindre la vallée de l'Arve jusqu'à Thonon et qui est tombée, que les associations locales ont réussi à faire tomber en justice au Conseil d'État. Et aujourd'hui, qui renaît en saucissonnage, en 4 morceaux. Et là, on parle d'un tronçon qui fait 16 km et demi, qu'on appelle Machilly-Thonon, le tronçon Machilly-Thonon. Alors, 2 points très importants. Les élus locaux n'arrêtent pas de dire que c'est un territoire enclavé, qu'il faut désenclaver ce territoire. C'est totalement faux. Il y a une voie ferrée qui dessert le territoire, il y a 2 routes départementales, c'est pas un territoire enclavé. Par contre, c'est un territoire congestionné et qui fait partie en réalité du Grand Genève et qui est victime ou qui, voilà, la vraie cause, c'est le dynamisme économique de la Haute-Savoie et du Grand Genève. Donc, il faut trouver des solutions. Et pour nous, ce n'est pas l'autoroute qui va amener 1000 voitures de plus, d'après l'étude d'impact, tous les jours aux heures de pointe sur la route aux portes de Genève, alors qu'il faudrait des solutions de masse. Et la voie ferrée, donc le Léman Express, c'est le plus grand RER transfrontalier français, désolé, est mis en place depuis la fin 2019 et c'est un succès mais fulgurant. On s'attendait, enfin les prévisions espéraient 50 000 passagers par jour d'ici la fin 2024 et finalement on est déjà à 70 000 passagers par jour, donc il faut absolument accompagner le développement de cette solution ferroviaire et surtout pas continuer à développer la route. Or, il y a 2 jours, mercredi, c'est très politique, hein, on a des politiques de droite en Haute-Savoie. On fait voter donc d'abord une loi au Sénat, un projet de loi en fait pour accélérer, on va dire, le projet d'autoroute Machilly-Thonon. Pour faire simple, il y a un plan local d'urbanisme intercommunal qui n'est pas conforme parce qu'il ne parle pas du projet d'autoroute. Alors, au lieu de lancer la procédure habituelle qui voudrait dire une évaluation environnementale et puis une enquête publique qui prendrait du temps, les élus ont décidé de demander une loi nationale pour écraser ce processus démocratique et environnemental, pour mettre en conformité les deux et pouvoir avancer plus vite. Et donc, le vote, la loi a été adoptée. Donc, pour nous, évidemment, c'est un gros souci. On est en train de regarder au niveau législatif, au niveau légal, si on peut attaquer cette loi, parce qu'elle est quand même pas tout à fait classique. C'est quand même assez rare qu'une loi nationale vienne s'occuper d'un petit sujet local. Et puis, je ne sais plus si je l'ai dit, mais cette autoroute traverserait des zones extrêmement sensibles au niveau de l'environnement, qui est une zone qui est criblée de zones humides, et on sait aujourd'hui qu'il faut absolument sauver les zones humides et toute leur biodiversité. Et puis, justement, une biodiversité qui est très riche, très rare, et qu'il faut préserver aussi. Voilà, en gros, très rapidement, où on en est aujourd'hui. Merci Anne. On continue dans les projets routiers contestés. On va aller de l'autre côté de la France. Est-ce que... Oui, Gilles, tu es là? Gilles, pour le gros sujet qui est la 69. Oui, bonjour. Donc, je viens juste de me connecter. Donc là, je voulais que je présente le projet A69 un peu Oui. rapidement, quoi. Ouais. D'accord. Donc, en fait, là, on parle de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, sur lequel il y a une grosse lutte, hein. Donc, c'est un vieux projet, hein, c'est pareil, ça a démarré dans les début des années 90, avec une mise en concession en 2022, et puis des travaux qui ont commencé depuis mars. Donc, il y a un collectif qui s'appelle La Voie est libre qui lutte contre ce projet, qui a hérité de tout l'historique de cette lutte. Donc, on s'est fédéré en un seul collectif, donc ça fait une puissance. Enfin, on est très nombreux, hein. On va dire qu'on est 40-50 à agir, et dans des plateformes d'échange, on est entre 100 et 150. Donc, on est assez actif. Donc, où en est-on? Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on a fait partie du programme de soulèvement de la Terre
les 23 et 24 avril, où on a réussi à fédérer, regrouper près de 8000 personnes. Et grâce ou à cause de Darmanin, hein, puisque c'est lui qui nous a fait la pub en traitant d'éco-terroristes parce qu'on arrivait après Sainte-Soline, donc ils ont eu peur, ils ont pris peur du fait qu'on refasse du Sainte-Soline dans le Sud-Tarn. Chose qu'on a réussi à éviter avec les soulèvements. Ça a été un franc succès. Et donc, sur ce succès-là, on a mis la pression en fait sur à la fois les élus locaux et les décideurs, hein, qui est l'État, pour ce projet-là. Actuellement, on en est au dépôt de recours juridique sur l'autorisation environnementale, hein, qui a été donnée le 1er mars par les préfectures du Tarn et d'Occitanie. Et donc, on dépose ce recours lundi. Donc, c'est l'actualité avec des avocats. Donc, nous, ce qu'on vise là-dedans, c'est de remettre en cause la raison impérative, hein, d'intérêt public majeur de ce projet-là, puisque c'est une autoroute qui est censée aussi désenclaver, hein, puisque j'ai l'impression que c'est un peu le maître mot pour tous ces projets autoroutiers. Désenclaver Castres, hein, le secteur de bassin, hein, Castres-Mazamet, dans le Tarn, vis-à-vis d'Albi, qui est la préfecture du Tarn, pour faciliter l'accès à Toulouse. Donc évidemment, hein, tous ces désenclavements sont des leurs, hein, faut pas, voilà, il y a déjà une route nationale qui existe, donc c'est ce qu'on défend depuis des années et qu'il faut l'aménager. Il y a déjà un train, il y a même un aéroport à Castres, donc ils sont loin d'être désenclavés, et surtout que il y a Pierre Fabre aussi, qui est quand même le 2e labo pharmaceutique dans le monde, qui est basé à Castres, donc ils n'ont vraiment pas besoin de cette autoroute. Bon, il y a d'autres arguments sur lesquels on va faire valoir qu'elle n'est pas d'intérêt majeur, hein. Et l'actualité, c'est donc ce dépôt de recours, c'est une conférence de presse mardi, Toulouse. Et ensuite, nous, notre objectif, c'est vraiment notre cible, c'est vraiment le ministère, en fait, hein. C'est vraiment Clément Beaune et le ministère qui, d'après ce qu'on a compris, et puis plusieurs retours qu'on a eu notamment de vous, là, FNE National, que Clément Beaune aimerait bien s'en débarrasser quand même de ce projet-là, parce qu'il sent bien qu'il n'y a rien qui va, hein, en fait, hein, dans ce cas-là. Quand on regarde tous les volets, que ce soit environnemental, quand tu vois au niveau financier, hein, ça va être une des autoroutes les plus chères de France. Au niveau trafic, il n'est pas du tout justifié. Enfin bon, rien ne colle. Donc on va essayer de lui mettre la pression, même si on sait pertinemment qu'il ne va pas mettre la 69 dans les projets réexaminés. Il a juste évoqué le fait de réévaluer les impacts sur les mesures compensatoires, dont on sait qu'elles ne sont pas encadrées juridiquement, donc là, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Et donc, nous, on est prêt à aller sur le terrain à créer des occupations, en fait, hein, jusque-là. Voilà, donc on en est là. Donc, on attend les décisions de Clément Beaune, dont vous avez parlé tout à l'heure, d'ici fin juin, et on avisera en fonction de cette décision-là. Voilà. Merci Gilles. Parce qu'en fait, le grand argument, et tu complètes, hein, mais le grand argument de Clément Beaune, c'est de dire que le contrat avec le concessionnaire est déjà signé, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il dit que le contrat est déjà signé, que les élus locaux sont favorables, que les travaux ont commencé, alors que rien n'est vrai là-dedans. En fait, les élus locaux, évidemment, qui ont du poids, hein, certains sont favorables, mais d'autres sont défavorables, hein. Et puis, on est en train de faire basculer l'opinion publique et même des élus, hein. Et qu'ensuite, les travaux sont dans les phases préliminaires. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire des fouilles archéologiques, pardon, je parle un peu vite, des fouilles archéologiques qui sont obligatoires, hein, dans tous travaux comme ça, et ils n'en sont même pas à la moitié, en fait, hein. On a réussi à les arrêter pour abattre des arbres, donc ça leur a fait prendre du retard. Donc ils en sont vraiment qu'à une phase préliminaire des travaux. Donc c'est pas un argument pour nous pour se réfugier derrière cet argument-là, quoi. Merci. Alors, je vois qu'il y a Ouais. plusieurs mains levées. Alors, il y avait Sébastien tout à l'heure. Oui, moi je voulais juste dire un petit mot pour la Déroute des routes, là, qui est notre coalition nationale, donc avec Anne, avec Gilles, là, et une cinquantaine d'autres collectifs en France. Là, on a une coalition nationale finalement de collectifs contre des projets routiers en France. Et c'est peut-être les chiffres qui peuvent vous intéresser, hein, savoir que les projets routiers, on en compte plusieurs dizaines actuellement. Nous, on a recensé environ 80 projets routiers. Ça représente
près de 20 milliards d'euros si on met tous ces projets bout à bout, donc 20 milliards d'euros d'argent public essentiellement, hein. L'entretien des routes existantes, c'est aussi près de 10 milliards d'euros par an. Il faut savoir qu'en France, on a le plus gros réseau routier d'Europe, que ce soit en absolu ou par habitant. Donc le fait de vouloir continuer à faire grossir ce réseau, c'est une folie, hein, parce que voilà, on n'a pas les moyens de l'entretenir et on peut déjà aller partout relativement facilement en voiture, ce qui n'est pas le cas en train ou à vélo. Voilà, donc c'est juste pour rappeler ce contexte sur la déroute des routes et le fait qu'on a cette initiative nationale où nous on défend un moratoire national sur les projets routiers, donc que plusieurs parlementaires ont déjà signé et que je vous invite à signer aussi si vous le souhaitez. Voilà. Merci. Merci Sébastien. Michel? Oui, l'Alsace reprend la parole, désolée, hein, on ne veut pas monopoliser, mais je voulais quand même vous annoncer que j'ai fait un petit message, mais ce n'est pas nous devons, mais nous venons de gagner un recours que nous avons posé il y a 4 ans sur le contournement de Châtenois. C'est un dossier qui était assez ancien, dans les tablettes depuis très longtemps, qu'au moment du recours, le tribunal avait dit ok, les travaux peuvent commencer, continuer, etc. Et là, le tribunal administratif vient d'ordonner l'arrêt des travaux et la remise en question de l'utilité publique. Voilà, donc c'est une grosse victoire pour nous. Je ne vous dis pas comment localement ça bouge, les élus, les habitants, voilà, on a énormément de messages contre notre positionnement, avec aussi des projets, des demandes, dans tous les cas des élus députés pour dire il faut à tout prix que qu'on arrête, si les travaux sont validés au départ par le tribunal, ces travaux ne peuvent pas être remis en question, ce qui est le cas sur ce contournement de Châtenois. Alors effectivement, je ne sais pas si on a, donc là pour le moment, on attend que la collectivité, donc la CEA qui est le département Alsace, fasse son recours, mais on était assez persuadés qu'on allait gagner parce que toute la partie de l'emprise sur les zones humides n'ont pas été, globalement il y a 7 hectares de zones humides qui ont été pris dans l'emprise de ce chantier, et puis en termes de compensation, dans le dossier ils ont présenté que 2 hectares, ce qui fait que effectivement le tribunal nous a donné raison sur la partie zone humide. Voilà. Donc à relever quand même cette victoire. Alors on ne dit pas que au moment du recours de la collectivité qu'on va gagner, hein, voilà, mais en tous les cas pour le moment c'est aussi un coup de frein. Alors je ne sais pas, effectivement il y a un message concernant le GCO. Le GCO globalement, on a eu les dernières audiences début du mois de février, alors que le GCO est en fonction depuis 1 an et demi. Donc effectivement, la question de la durée des procédures font que très souvent les chantiers sont déjà pratiquement terminés, et que au niveau de l'audience finale de tous les recours, on se rend compte que finalement le tribunal administratif évolue quand même un peu en fonction de la situation de la sécheresse, de la situation de la biodiversité. On a un peu tendance à se rendre compte qu'il y a des évolutions plutôt un peu plus positives, sauf que ces évolutions ou ces avis sortent au moment où c'est trop tard, quoi. Voilà ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on a une grande expérience des problèmes de contournement, donc c'est des bagarres qui sont très longues, qui sont très chronophages. Il faut mobiliser les habitants, il faut mobiliser, mais là, dans le cas de Châtenois, c'est un peu l'inverse, hein. Il y a eu une manifestation il y a une quinzaine de jours où vous aviez 1000 personnes pour demander que les travaux reprennent. Voilà.
Merci Voilà. Michel, c'est un message un peu optimiste quand même pour celles Oui, et ceux oui, qui tout à luttent. fait. Ouais. Donc c'est Tout très à bien. fait, tout à fait. Je sais que On dit sur que c'est le... possible, Ouais, mais c'est est-ce que possible. le tribunal voulait aussi un peu contrecarrer parce qu'au niveau du GCO, on avait perdu. Voilà, on se pose un peu ces questions s'il n'y a pas aussi parfois un peu des... Parce qu'on sait très bien que le GCO c'était lié aussi au problème de l'aéroport de Nantes, quoi, hein, puisque c'était les mêmes concessionnaires, etc. Ouais. Donc il y a quand même un peu des vases communicants entre les chantiers. En fonction des intérêts locaux, etc. Donc on pense que le GCO, on l'a aussi accepté parce que Notre-Dame-des-Landes a été annulé. C'est des hypothèses possibles. Ouais. Oui, c'est un peu un ping-pong entre les différents projets routiers nationaux, quoi. Hypothèse. Hein. Ouais. Il y a une question dans le chat, mais je crois que tu y as répondu. C'est quelqu'un qui demande, sur le Châtenois, est-ce que le porteur de projet compte faire appel de la décision? Oui, bien sûr. C'est le département. Sachant qu'au départ, c'est un projet qui était construit par l'État et que la collectivité départementale a repris. Donc, nous, on avait dès le départ dit votre dossier ne tient pas. Hein. Donc, on était dans les discussions avec l'administration de l'État. On leur avait dit ça ne colle pas. On avait tenté, on avait fait des propositions alternatives, notamment en termes de transport en commun, sachant que c'est la sortie d'une vallée, il y a beaucoup de camions, et que l'idée au départ, c'était que cette vallée pouvait récupérer tous les camions qui circulaient sur les cols vosgiens et ne plus l'éclater. Mais en fait, c'était un projet, c'était une idée qui, de fait, ne se réalise pas, puisque les camions, on ne pourra pas les interdire d'aller ailleurs. Quoi. Voilà. Donc c'est quand même, on est quand même content parce qu'il y a d'autres projets hein, qui sont sous le coude. Alors, je vous cache pas qu'on a été approché hein, par l'administration de la collectivité pour voir si des négociations étaient possibles. Voilà, donc c'est un sujet compliqué, sachant que c'est vrai que là, sur le chantier de Châtenois, il reste à mettre le revêtement. Hein. Tout est fait, hein, tout est terminé. Voilà. La remise en état est quasi impossible. Quoi. Si on peut dire impossible, mais en tous les cas, voilà. Donc on est devant un dilemme quand même à savoir, parce qu'il y a d'autres chantiers, d'autres projets qui ne nous plaisent pas du tout sur la région, et donc c'est compliqué. Voilà. Merci Michel. Gilles? Oui, en fait, c'était juste la question que j'ai posée dans le chat. En fait, vous n'avez pas pu, j'ai une question à Michel, hein, vous n'avez pas pu poser de référé suspension pour justement faire suspendre des travaux en attendant la décision de la justice? Mais si, je ne sais pas, vous m'entendez? Oui, si, on l'a fait, mais ce n'était pas accepté. Hein. C'était pas accepté au départ. Hein. Ça date d'il y a pratiquement 4 ans, hein, 3-4 ans. Si, on l'a fait, bien sûr. Et vous l'aviez déposé sur quel thème? Pareil, sur les zones humides qui vous ont permis de gagner? C'était la partie zone humide et la partie utilité publique, sachant qu'il y a une route qui existe, hein, mais qui est devenue trop petite et notamment aux périodes de pointe, hein, le matin et le soir. Hein, donc c'est pas non plus une route qui est en permanence, qui est en permanence bouchée, quoi. C'est vraiment l'entrée dans Célestat, qui était une ville moyenne du Bas-Rhin, du département. Et c'est un projet un peu d'un ancien temps, quoi. Voilà. Mais bon, c'est sûr que aujourd'hui, les habitants, on leur a dit venez, vous pouvez construire, il y aura un contournement, vous ne serez pas dérangés. Et aujourd'hui, voilà. Ensuite, ils ont effectivement, le tribunal, c'est un point important que j'ai oublié de vous dire, le tribunal a quand même estimé qu'en termes de pollution, le contournement ne serait pas favorable aux habitants, hein, puisque les effets de la pollution de l'air seront les mêmes.
En fait, il faut dire qu'on a un très bon avocat en Alsace. Donc, nous travaillons avec un cabinet d'avocats sur l'ensemble de nos dossiers. Donc, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus pointu sur un certain nombre de, je dirais, de types de dossiers. Ce n'est pas que des dossiers routiers, mais on a des gros dossiers. Il a traité forcément le GCO. Et donc ça, c'est quand même important d'avoir un service juridique. Enfin, c'est pas un service, en fait, c'est un cabinet d'avocats qui est vraiment très, très, très pointu. Ça, c'est important hein, dans les... Ce que je peux vraiment... On a pris l'option Alsace Nature de ne plus avoir un service juridique interne parce que, voilà, c'était devenu un peu lourd et de toute façon, il faut faire appel après à un avocat. Donc, on a choisi de travailler avec un cabinet, avec donc un partenaire avocat qui vraiment, du coup, est de plus en plus pointu, s'appuie aussi sur les compétences des bénévoles de l'association pour alimenter un peu les réponses des dossiers. Et aujourd'hui, on en voit quand même un très, très, très bon résultat. Voilà. Parce qu'on a quand même des gros dossiers. Je parle de Stocamine, voilà, c'est d'autres dossiers. On a quand même des gros dossiers. Et c'est un choix que nous avons fait que je crois vraiment qu'aujourd'hui, nous ne regrettons pas. Merci, Michel. Et même financièrement parlant, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole de d'autres fédérations qui voudraient faire un retour d'expérience sur leur propre lutte contre des nouveaux projets routiers ou des questions à Michel, Anne ou Gilles? François? Ah, le micro est fermé. Oui, bonjour, François Charmeau de Normandie. Je fais partie de l'association CCTES 27 et on se bat contre le projet d'autoroute indûment appelé de contournement Est de Rouen. Alors, c'est un projet qui est très ancien aussi, hein, il y a plus de 50 ans qu'on en parle. C'est un projet d'un autre âge, enfin, où la bagnole était roi. C'est un projet, tout à l'heure, on a parlé du coût global des 80 projets pour 20 milliards. Et notre seul projet coûte 1 milliard d'euros. Enfin, 800 millions estimés il y a déjà quelques années lors de l'étude. Et maintenant, on estime que c'est 1 milliard d'euros. Donc, on se bat. On a fait un petit festival, vous en avez peut-être entendu parler il y a un petit mois de ça, au moment de Pentecôte. Le festival qui s'appelait Bâtons dans les routes, avec la déroute des routes. Enfin, on a rassemblé 5000 personnes sur 3 jours. Tout s'est bien passé. Bon, il y a eu une petite occupation de l'autoroute, à peu près une demi-heure, avec effectivement des bâtons dans les routes. Donc, le préfet a dit qu'on était pas des terroristes, mais que c'était dangereux, enfin tout ça. Et surtout, je pense qu'il était assez vénère parce que le tribunal administratif lui avait interdit de surveiller le festival avec des drones. Donc, il a trouvé un moyen pour se venger. Donc, ce projet, c'est 48 km, 8 viaducs pour un péage de 4 €. Ce qui nous inquiète aussi, c'est que tout au long du parcours et au niveau des échangeurs, on sait déjà qu'il y aura des zones de logistique. Ça va encore mettre des camions sur le territoire. Et on trouve ça fort dommage parce qu'on a quand même des voies ferrées. On est sur la voie ferrée Paris-Rouen-Le Havre. Et puis, on a aussi l'avantage d'avoir un fleuve qui s'appelle la Seine et on pourrait développer un peu plus le transport fluvial. Bon, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais je pense qu'il faut un peu laisser la parole aux autres. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Et puis là, François, je me permets parce que j'ai eu Guillaume Grima la semaine dernière au téléphone à ce sujet. Oui. Aussi, ce qui est un petit plus de votre côté, c'est qu'il y a quand même plusieurs collectivités importantes du style la métropole qui se sont prononcées contre ce... Que j'ai oublié, la métropole de Rouen et la ville de Rouen, ainsi que le département de l'Eure, refusent de financer le projet. Alors, par contre, la région qui est présidée par M. Morin et le département de Seine-Maritime, du coup, vont combler vont mettre la différence, quoi. Voilà. Donc, et le projet, c'est quand même 750 hectares de terres agricoles qui vont être sacrifiés, un petit bout de la forêt de bord qui est le poumon vert de notre agglo. Enfin bon, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'après, ça va être accordé à l'A154 pour le moment est gratuite.
Et demain, on sait déjà que cette autoroute entre Louviers et Dreux sera payante. Mm. Et si je me permets un ajout, parce que effectivement, il y a 3 semaines, on a rencontré le ministre avec Geneviève, et puis moi, la semaine dernière, j'ai rencontré son conseiller route. Il y a un argument, alors c'est un peu compliqué, sur lequel ils reviennent beaucoup, c'est l'histoire de l'adhésion locale au projet. Alors, comment on définit une adhésion locale? Eux, ils la transforment un peu comme ils l'entendent, si je puis dire. Par exemple, sur la 69, ils estiment que tous les élus locaux sont favorables, hein, comme disait Gilles, alors que c'est pas exact. Par contre, sur Rouen, là où ils sont, l'argument qui marchait le plus quand j'en ai discuté avec eux, c'était de dire, mais regardez, il y a des collectivités qui se sont prononcées contre ce projet. Et ça, c'est quelque chose, je vous le dis à toutes et tous, quand vous portez vos plaidoyers contre des projets routiers, l'argument des collectivités ou des élus qui ne financeront pas ou se prononcent contre, c'est quelque chose qui résonne bien chez eux. Voilà, si ça peut vous aider. Mais encore une fois, c'est à double tranchant, parce que sur la 69, il y a des élus c'est à double tranchant, j'en conviens, mais voilà, ça peut Sur fonctionner. Rouen, quand même, que la métropole soit contre, c'est quand même intéressant pour nous, parce que la métropole, elle représente 500 000 habitants. Donc, effectivement, il y a des petits villages autour de Rouen qui sont plutôt pour, parce qu'ils estiment que ça va les désenclaver. Enfin, pour aller au boulot le matin, c'est un petit peu compliqué. Mais quand même, la métropole, qui est la principale collectivité locale, est contre. Donc, à ce niveau-là, voilà. Thierry? Oui, rebonjour. J'ai compris aussi que Morin faisait pression sur la FNE Normandie en termes de dire continuez comme ça, de vous opposer et on vous supprime les subventions. Donc ça, c'est des éléments parfois complémentaires. Moi, quand je dis un autre sujet qui n'est pas les routes, mais presque, c'est le raccordement de Lille à l'aéroport Lille-Léquin, qui est un projet d'extension, je ne vais pas rentrer dans le détail, et on a fait des recours, on vient de se faire débouter, et pourtant on a 36 communes qui se sont opposées. Je veux dire, il y a eu vraiment un mouvement de fond pour dire stop au transport aérien, et en plus c'est très bruyant au-dessus des communes sur lesquelles les avions passent. Malgré ces éléments qu'on a pu mettre en œuvre, eh bien, ça continue. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils viennent de changer le directeur régional, le directeur de l'aéroport par une directrice pour assurer le démarrage des travaux. Donc, c'est des combats qui sont longs, compliqués, avec des pressions politiques. On a la métropole européenne de Lille contre nous, on a la région contre nous. Voilà, c'est parfois pas simple du tout. Et puis, la raison d'utilité publique, il faut essayer de la trouver quelque part. Voilà, c'est simplement l'intervention que je voulais Merci donner. Thierry. Merci. D'autres prises de parole? François, tu as ta main levée, je ne sais pas si c'est une ancienne main. Ah non, c'est une... Oui. C'est une fausse manœuvre, excusez-moi. Je sais pas. Alors, Benoît, vas-y. Ouais, alors c'est juste pour compléter quelque chose que j'ai mis en commentaire pour la personne de Rouen. Et c'est là où, effectivement, sur le CPER, quand même, ces histoires de qu'est-ce qu'on peut obtenir pour cadencer les lignes RER ou TER toutes les heures pour faire des alternatives. Ça peut offrir des alternatives à Castres, à Rouen. Et donc, du coup, juste pour signaler une petite vidéo où un député de chez vous a posé la question de est-ce que pour le RER de Rouen, il fallait attendre, parce qu'ils ont des études sur un grand projet, une nouvelle gare, ligne nouvelle Paris-Normandie, mais qui n'avance pas. Il dit, est-ce qu'on est contraint d'attendre ça pour que ça avance? Et la réponse du représentant du gouvernement, c'était de dire, non, effectivement, l'État soutiendra tout ce qui permet d'améliorer l'existant, de faire les premières avancées sans attendre ça. Et donc, je pense que ça peut être de mettre en levier les projets routiers et des avancées possibles sur le ferroviaire pour dire maintenant, là, et c'est valable du coup pour des positionnements d'acteurs au-delà des principes de prise de position. Donc, du coup, si vous ne voulez pas la route, mais que vous êtes pour le ferroviaire, il faut que dans le CPER, il y ait des choses pour enclencher. Voilà, pour aussi leur donner un endroit où ils peuvent agir et mettre des millions. Et du coup, peut-être des fois créer aussi ça peut être des choses sur lesquelles,
par rapport pour contester les projets routiers, il y a les contester d'un point de vue juridique, politique, mais il y a une manière qui est aussi de faire, de dire, ah ben, d'avoir des projets qui soient attractifs et réalisables dans le cadre de leur mandat, là, et sur lesquels, du coup, ils vont pouvoir miser et prendre moins de baffes. Voilà. Donc, ça peut être aussi une alternative de jouer aussi ça de manière générale, d'arriver à exprimer des projets réalisables dans le cadre du mandat, où ils vont se positionner maintenant, mais où du coup, par exemple, nous, à Toulouse, hein, on propose une première phase pragmatique avec peu d'investissement, mais peut-être que l'argent, il faut le prendre, même si ce n'est pas beaucoup, il faut le prendre sur certains projets routiers. Nous, on ne les attaque jamais parce qu'on est constructif, mais en fait, la réponse, on essaie de faire en sorte que tout le monde veuille avancer, et le financement, peut-être qu'il se fera où les élus vont devoir finir par faire des arbitrages de « Ah, je veux faire ça et ça, et à un moment donné, lequel je choisis ». Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Merci Benoît. Gilles? Oui, moi j'avais une question en fait. J'avais une question sur est-ce qu'on connaît vraiment les projets qui vont être réexaminés par le ministère? Est-ce qu'ils ont fait une liste précise? Ça, c'est la première question. Et ensuite, nous, comment dire, on met beaucoup d'espoir là sur le recours juridique parce qu'on pense qu'on va vraiment gagner. Donc, on a vraiment l'objectif de déposer des référés qui vont suspendre des travaux. Et donc, on a rédigé les recours juridiques dans ce sens-là pour nous permettre d'arrêter les travaux qui ont commencé de façon préliminaire, mais qui ont quand même commencé sur des endroits clés. Ça me paraît une tactique que je ne sais pas si ça avait déjà été éprouvé par ailleurs. En tout cas, ça l'a été dans le Tarn sur un autre projet pas très loin du sud du Tarn pour Terre à 2, et ils ont eu gain de cause. Est-ce qu'il existerait, alors je ne me suis pas renseigné auprès de la Déroute des routes, mais est-ce qu'il existerait une sorte de listing de jurisprudence, de victoire juridique, comme en Alsace, sur lequel on pourrait piocher dans tous ces projets-là? Alors, je réponds à ta première question, Gilles. Je vais te donner des éléments pour la deuxième. Sur les 10 projets là, dont on parle dans la presse et qui nous ont été évoqués, on a posé la question directement aux concernés. On n'a pas de liste définitive. Voilà, c'était un petit peu fouillis. Ils nous ont donné pas mal de noms de projets, mais il n'y avait rien de définitif, donc on n'a même pas le droit d'en parler. Par contre, j'ai demandé un calendrier. Ils nous ont dit qu'on aurait une liste dans les prochains jours. On a dépassé les prochains jours là, parce que c'était il y a une semaine. Mais sinon, ils nous ont dit d'ici fin juin qu'on y aurait une première liste de ces 10 projets-là. Donc, on manquera pas de... De toute façon, je pense que vous le saurez parce qu'elle sera rendue publique, mais on manquera pas de vous les communiquer. Ensuite, sur ta question sur les jurisprudences, alors moi je suis pas au réseau juridique de FNE. Par contre, si je demande à nos juristes, c'est probable qu'on puisse vous sortir une petite liste. En tout cas, de ce qui a été fait par FNE sur les projets routiers, que ce soit par les FEDE ou par le national. Je pense que ça, on pourrait réussir à retrouver et qu'ensuite vous preniez contact entre vous. Enfin là, je vois très bien déjà les retours d'expérience, les échanges que vous avez. Je pense qu'ils peuvent vous être vraiment utiles entre vous. Donc je vais regarder ça. Après, Sébastien, de la Déroute des routes, est-ce que vous avez quelque chose de votre côté? Bon, on est ensemble, hein, Gilles, on se voit souvent aussi, on se connaît bien. Mais non, moi, je voulais juste signaler par rapport à ce que disait Benoît, que les alternatives, c'est toujours ce qu'on met en avant quand on fait des pétitions contre les projets routiers. On parle toujours des alternatives que sont les RER métropolitains, le développement des transports en commun, le développement du vélo et de la marche, le ferroutage aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qu'on a en tête et qu'on met en avant systématiquement, hein. C'est quand on combat un projet routier, on ne peut pas faire uniquement du «négatif» entre guillemets, voilà, on est aussi sur les alternatives, hein. Oui, nous aussi, c'est ce qu'on porte au niveau des ministères, hein, quand on va les voir et qu'on leur dit qu'on veut des abandons de projets routiers. L'autre partie de l'argumentaire, c'est de dire voilà ce qu'on a comme alternative, notamment ferroviaire. Donc c'est hyper important, je pense, dans le plaidoyer d'avoir ces 2 piliers finalement. Gilles? Oui, alors, hop. Bon. Vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Ça me rassure parce que justement, j'allais venir un petit peu là-dessus, moi, parce qu'il y a deux axes, là, les déplacements de personnes et transport de marchandises. Pour ce qui concerne la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a trois
trois projets qui sont plus ou moins contestés. Enfin, il y en a deux qui sont contestés juridiquement. C'est la traversée d'Avignon et le contournement d'Arles. Un autre sur lequel on est moins en but pour l'instant au niveau juridique, c'est la liaison Fos-Salon. Mais les trois sont liés au déplacement de marchandises, c'est-à-dire c'est la sortie du grand port de Marseille ou les arrivées. Et donc, ce que je pense ce à quoi il faut réfléchir, c'est l'alternative, justement, comme ça vient d'être évoqué. Aujourd'hui, l'alternative ferroviaire, en tout cas, nous, telle qu'on la voit ici, hein, elle n'existe pas. Il n'y a pas de possibilité de faire passer sur un petit peu le fluvial, si vraiment il se bouge au niveau du grand port de Marseille, parce qu'il y a des possibilités, mais au niveau ferroviaire, le réseau et l'organisation structurelle, organisationnelle de la SNCF, enfin de ce qui reste de la SNCF, ou plutôt des différents services, c'est totalement désorganisé et on est totalement dans l'incapacité de prendre ce qui est envisagé d'être mis sur la route. Donc, je crois que là, il faudrait aussi approfondir, parce qu'effectivement, à chaque fois, on dit, nous disons report modal, mais dans la pratique, matériellement, enfin, nous, l'analyse qu'on fait dans la région, matériellement, SNCF Réseau n'est pas capable de sortir l'organisation qui permettrait de refaire des trains pour prendre les marchandises qui actuellement sont sur la route. Donc, il y a quand même un gros sujet ferroviaire derrière cette alternative. Oui. Merci Gilles. Paul? Oui. Bonjour à toutes et tous. Donc, je prends un peu la suite de mon président. Je suis aussi de PACA. Moi, c'était un élément juste un peu d'information, mais vous avez peut-être au-delà de ça. C'est-à-dire que nous, on se focalise beaucoup sur le volet, l'impact en termes d'émissions, de congestion, d'impact sur les zones humides. Mais ce qu'on voit aussi avec le contournement d'Arles en particulier, par exemple, c'est que suite à la loi climat et résilience, il y a un droit d'artificialisation, un droit à la consommation d'espace qui est donné au territoire avec une réduction de 50%. Et ce type de projet, donc le contournement d'Arles en particulier, sort du calcul régional et rentre dans un calcul national. Donc, c'est ce qui se passe pour nombre de projets en région, mais je connaissance que de ce qui se passe pour PACA. Et donc, c'est aussi une forme d'injustice, c'est-à-dire que cette réduction de la consommation d'espace ne s'applique pas aux projets qui seraient considérés comme d'intérêt national. Donc, le listing que l'on voit, qu'on en a vu au début de la réunion d'aujourd'hui, en particulier, serait exclu. Et pour PACA, par exemple, on a un droit approximatif de 6 000 hectares pour 10 ans. Et il y a 1 000 hectares qui se rajoutent en projets nationaux, et notamment les lignes de la nouvelle PACA et le contournement d'Arles. Donc, c'est aussi ce que je voulais, sur ce levier-là aussi de consommation d'espace, c'est-à-dire que c'est des projets qui ne rentreront pas dans le cadre de cette loi qui était quand même, malgré les critiques qu'on peut en faire, une avancée. Et ensuite, juste pour finir, c'est que sur le transport qui était évoqué aussi par Gilles, sur la logistique, tous ces projets de transport autoroutier impliquent souvent une consommation induite en espace logistique et ou industriel. Donc, leur enveloppe de consommation, d'artificialisation des sols doit toujours être un peu grossie par les projets qui vont venir se construire autour. Donc, c'est ces éléments-là aussi qui peuvent faire partie de nos discours, de nos plaidoyers, sans que ça soit un levier juridique, ça, j'en conviens. Tout à fait. Merci. Merci, Paul. Michel? Oui, je voudrais dire deux choses. La première chose, si le délibéré du tribunal administratif de Châtenois vous intéresse, hein, il est disponible, je peux le transmettre. Ça peut aussi être un exercice de lecture pour voir un peu comment le tribunal a pu poser ces conditions. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a depuis de nouveau réagi à un autre projet de route, etc. On se rend compte quand même que dans l'écriture des projets, alors même si c'est des projets un peu anciens, nous, on peut surtout s'appuyer sur la question des espèces protégées, des zones humides, enfin voilà, des espaces naturels, etc. Mais on se rend compte que les dossiers sont de plus en plus, sur ce point de vue-là, affinés. Et que trouver à un moment donné des arguments sur ces bases-là
devient aussi parfois un petit peu difficile. Alors, on essaye de se mobiliser avec les autres associations fédérées pour trouver. Et on se rend compte aussi que les sites de compensation sont des sites qui, sur le plan qualitatif, n'ont très peu de valeur. Notamment si on compense des zones humides et qu'on met une compensation d'une zone humide sur une zone d'activité artisanale ou commerciale, la qualité de la zone humide à venir n'est absolument pas celle qui est détruite. Donc, je crois qu'il y a des évolutions. Là, on est sur un autre projet qui concerne d'autres aménagements en montagne. On se rend compte quand même que ils anticipent de plus en plus dans les dossiers le côté environnemental, et on commence du coup aussi à se sentir parfois un peu coincé dans les arguments qu'on peut avancer pour contester les projets. Donc on a probablement besoin d'appui et de connaître un peu les expériences aussi des uns et des autres sur la lecture des projets qui nous sont posés actuellement. Oui, tout à fait. Merci Michel. Oula. Alors, j'ai une personne qui s'appelle Baudu qui souhaite prendre la parole, mais je ne pense pas que ce soit votre prénom, pardon. Oui, bonjour, je m'appelle Chantal Baudu. Je ne sais pas si je suis à l'écran, du coup j'ai un peu de mal à me retrouver avec mon ordinateur. On vous entend, on vous entend. D'accord. Oui, là je réagis 2 minutes sur l'histoire des compensations. Moi je suis en Seine-Maritime et nous avons eu une autoroute de créer, l'autoroute A150, et quand je voyais les compensations en effet qui ont été faites, dans notre secteur il y a eu un îlot de sénescence. Donc, tout un secteur qu'ils ont gelé en quelque sorte pour la biodiversité. Donc, ils ont mis des grillages autour, mais c'était déjà un îlot de sénescence à la base. Donc, en effet, ce genre de compensation, ça n'apporte pas grand-chose. Après mon intervention, c'était un petit peu une réflexion que j'avais en termes de routiers, de ferroviaires, tout ça. Dans notre secteur, en fait, il y a eu pas mal de création de voies vertes, qui à la base devrait être une bonne nouvelle pour les cyclistes, les piétons. Et en définitive, tout ça, ça a été prétexte à clôturer en quelque sorte une voie ferroviaire. Cette voie ferroviaire passait à côté d'une usine et allait jusqu'au bord de la Seine, donc ça pouvait permettre le multimodal. Du coup, cette possibilité de multimodal n'est plus, et on parle maintenant de faire une route pour camions pour pouvoir permettre à l'usine en question de rejoindre l'autoroute. Donc c'est vrai que c'est des sujets compliqués parce que d'un côté, les gens veulent la voie verte parce que forcément c'est une bonne nouvelle pour le secteur, et de l'autre, en définitive, ça veut dire suppression de possibilité de remettre des trains par la suite, donc de créer du multimodal, et du coup on se retrouve avec un projet de route pour camions. Voilà. Donc je ne sais pas du tout comment appréhender le sujet parce que c'est beaucoup de sujets dans le même en définitive. Bien sûr, oui. Gilles? Oui, enfin, je ne veux pas accaparer la parole, mais je voulais rebondir sur ce que vient de dire Michel sur les recours juridiques et la difficulté de trouver des failles dans les études d'impact environnemental et les mesures d'évitement, réduction et compensation. Et c'est vrai que nous, dans le recours là qu'on va déposer lundi, on va vraiment l'axer sur les raisons impératives, en fait, vraiment sur l'intérêt sous-jacent de ce projet-là. Et le fait qu'ils n'ont pas étudié d'alternatives de façon suffisante. Enfin, je pense qu'il faut essayer de prendre, enfin nous, c'est notre tactique en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, mais on fonde beaucoup d'espoir là-dessus. C'est-à-dire que, comme a dit Michel, il y a nous, par exemple, sur le dossier qui a été soumis à l'enquête publique, il y avait 15 000 pages. Donc alors, c'est aussi pour noyer le poisson et essayer de décourager les personnes pour étudier le rapport. Mais on sent qu'ils s'entourent de plus en plus de précautions sur les mesures environnementales, même si des fois les inventaires et les méthodes ne sont pas du tout bonnes, hein. On a trouvé évidemment des failles là-dedans, mais on voit que c'est du bluff au niveau des préfectures et ça marche. Des fois, ça marche. Et donc nous, on a pris l'option de vraiment attaquer la raison impérative, en fait. Par différents leviers, hein, dans les études d'impact et les mesures compensatoires, mais pour desservir la raison impérative. Et du coup, en fait,
la décision du tribunal en Alsace là, il y a quelque temps nous conforte là-dedans parce qu'ils remettent en cause et ils disent qu'il n'y a pas de raison impérative. Et en fait, moi je pense que, enfin, nous on pense que c'est un levier hyper important dans le futur en fait pour arrêter ces projets, quoi. Mm. Merci. Et il nous reste 5 minutes. Je ne sais pas, peut-être si Geneviève. Je me permets juste, dans le chat, je vais mettre mon adresse mail pour que vous m'écriviez pour avoir le délibéré. Sinon, je ne sais pas comment vous le transmettre à plusieurs personnes qui le souhaitent. Hein, si vous souhaitez. Ça marche. Super. Alors, il y avait une main levée de Abelardo. Oui, Oui. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, merci. Je suis à Ion Nature Environnement. J'avais posé une question dans le chat. Je ne sais pas si vous pourriez me répondre maintenant, mais j'aimerais bien d'avoir une réponse. Il s'agit de, selon la loi climat, je ne l'ai pas bien étudié, donc c'est pour cela que je vous pose la question. Il y aurait la possibilité d'avoir une sorte de taxation locale via les péages des camions. Et tout cela, c'est parce qu'une autre association qui est proche de nous propose de faire une demande de taxation péage par rapport à un projet de déviation sud. C'est un projet déguisé d'autoroute qui traverse la rivière Yonne et il continue après. C'est un projet est-ouest et dans lequel le conseil général des départements continue disons, à faire expropriation des terrains agricoles. Et donc, une association locale, il proposait ça pour dissuader la collectivité ou dissuader du moins la circulation des camions dans les secteurs. Nous, on n'est pas très favorable à cette idée-là parce qu'elle est déconnectée de tout le reste que vous venez vous dire. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais vous demander aussi, comme d'autres, des références juridiques de tout ce qui a été fait plus ou moins dans ces luttes contre les projets inutiles destructeurs. Et tout ce que vous avez, ce qui a été gagné en Alsace, etc., attaquer ou pas une DUP renouvelée ou pas, etc., attaquer par exemple les études d'impact, etc. Bon, donc voilà, on est preneur d'un outillage. Merci. C'est noté. Sur l'outillage, c'est noté. Puis je vois que c'est une demande qui vient de pas mal de fédérations. Sur la taxation sur les poids lourds, est-ce que Anne ou Geneviève, vous êtes là? Est-ce que vous avez des éléments de réponse là-dessus? Je sais qu'on en a déjà discuté entre nous. Non, elles sont... Ah si, Geneviève? C'est bien, oui. Ah, tu nous entends? Oui, mais vous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là, on t'entend. Okay. Alors, donc, il y a en effet deux choses. Il y a une directive Eurovignette, donc européenne, mais qui malheureusement... Ah, ça coupe, Geneviève. Ça coupe. Sinon, ce qu'on peut faire, si tu captes mal, peut-être qu'on peut faire une réponse par écrit. Ouais, on t'entend mal. Oui, oui, si vous pouvez après nous renvoyer l'enregistrement et les présentations, ça serait bien. Et puis d'éventuelles réponses écrites. Voilà. Tout à fait. Ouais, on vous enverra une réponse écrite. Et puis, de toute façon, on vous enverra le replay de ce webinaire-là. Il y a Michel qui a mis son adresse mail dans le chat. La deuxième, c'est mieux, c'est le Autrange n'existe pas. Sur les taxations, c'est vrai que c'est aussi un sujet important chez nous, puisque nous sommes sur comme d'autres régions d'ailleurs, mais sur une région frontalière avec l'Allemagne où il y a une taxation des camions et qui n'existe pas en Alsace. Donc, le report de la circulation des camions en transit est énorme en Alsace, d'où d'ailleurs le GCO, puisque le GCO, c'est prévu pour être un couloir à camions.
Alors, on sait que le département veut, parce que les installations sont restées en Alsace, hein, puisqu'elles avaient été démarrées. Ensuite, vous savez que ça a été annulé. Donc, les installations sont restées et le conseil départemental, enfin la CE Alsace, souhaite le remettre en application. Enfin, le mettre en application, c'est un projet. Ils ont juridiquement assez de mal à parvenir à des résultats, puisque les camionneurs locaux ne veulent pas être taxés. Voilà, il faut que juridiquement, ils arrivent à trouver le moyen de le faire pour que la circulation, effectivement, puisse de nouveau se reporter un peu plus sur l'Allemagne. Alors voilà, on renvoie le problème ailleurs, mais c'est un sujet qui, en Alsace, donc il faut suivre un petit peu l'actualité de ce côté-là, mais j'avoue que ça traîne hein, quand même. Voilà. Merci Michel. La réduction des camions serait nettement mieux. Hein. Il est 16h, voilà, c'est l'heure de nous quitter. Je vous remercie pour votre participation. Comme je vous l'ai dit, hein, on sait à votre disposition, n'hésitez pas à prendre contact avec Geneviève ou moi-même. Je vous remettrai nos mails dans mon prochain envoi pour quand vous aurez le replay et le support de présentation. Voilà, vous l'aurez compris, c'est vraiment une année décisive à la fois pour les projets routiers et les projets ferroviaires en France. Donc, on vous invite à vous mobiliser. Sachez que nous, on le fait vraiment au niveau national, qu'on essaye par tous les canaux voilà, de prendre des rendez-vous avec les conseillers du ministre ou le ministre lui-même. Voilà, on porte vos plaidoyers, on porte le plaidoyer au niveau national, donc vous pouvez compter sur nous. On suit ce que vous faites et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.